L'Occident, depuis une vingtaine d'années, criminalise les idées. Tout le corpus législatif est fait pour vous interdire de plus en plus de choses. La France a une vision de la liberté d'expression qui est très restrictive. On l'a très bien vu sur les derniers épisodes du Covid. Donc vous ne pouvez pas éduquer les gens d'un côté si, quand ils disent quelque chose, ils peuvent aller en prison derrière. Le pass sanitaire est un test d'acceptation par la société d'un système de surveillance globale. Et le test, il est réussi. C'est aussi ce qu'on reproche à ces plateformes. Elles n'ont aucune boussole éthique. Quand un gamin se suicide à cause d'un chatbot, moi, je mettrais pénalement responsable Zuckerberg. Bonjour Monsieur Pierre-Jean Duvivier. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes diplômé d'un executive MBA à Genève et vous avez une formation en physique. Vous avez mené de nombreux projets numériques en Suisse romande. Vous êtes le cofondateur de la Ligue Haut Débit. Vous avez été très tôt très engagé pour la défense des libertés sur Internet et vous avez même été auditionné au Sénat français. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui du rôle des réseaux sociaux, comment ils influencent nos émotions, comment ils polarisent les débats publics, posant même parfois des défis majeurs à nos démocraties. Certains experts décrivent les réseaux sociaux comme de véritables stimulateurs de la pensée tunnel. Les internautes ne veulent plus se remettre en question, ils passeraient leur temps à lire, à écouter, à s'abreuver de contenus qui permettraient de renforcer leurs convictions déjà établies. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Comment est-ce que vous comprenez ce phénomène? Alors oui, parce qu'il y a déjà un aspect strictement technique, c'est que pour bâtir, en faire le plateforme et pour chercher aussi, je dirais, leur business model, ils ont bien été obligés de mettre en place des algos. Avec cet afflux d'informations, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Donc en fait, ils ont trouvé les clics et les vues qui étaient les choses les plus simples techniquement à mettre en place. C'est aussi quelque chose d'important pour aller construire la partie advertising, c'est-à-dire la capacité à faire du profiling et de la segmentation. Donc effectivement, quand vous allez liker, aimer, lire plus longtemps un article, vous allez être considéré comme rentrant dans cette case. Et techniquement, une case, c'est beaucoup plus simple, c'est une entrée dans une base de données, donc c'est beaucoup plus simple à traiter. Donc, vous allez revoir des articles dans le même domaine. Donc, c'était des choses qui étaient vraiment pas de la rocket science. Donc, vous avez la partie technique. Après, vous avez le deuxième côté, c'est qu'effectivement, lire des opinions qui vont dans le même sens que vous, renforce l'envie d'aller jusqu'au bout de l'article et de continuer à lire des articles connexes. Donc, vous rentrez dans un cercle vicieux qui fait que vous aimez, vous lisez beaucoup. Il y a aussi le temps de lecture qui va compter sur les articles. Vous lisez beaucoup et on vous resserre la même soupe. Après, il y a quelques études qui ont quand même montré que les gens aussi regardent autour. Donc, c'est beaucoup vrai. Mais c'est quand même contrebalancé par d'autres études qui montrent que on s'abreuve en fait d'éléments différents parce qu'on est complexe. Donc on peut aimer la philosophie le soir et lire du Marie-Claire le matin. Je veux dire, c'est absolument pas incompatible. Et par exemple, quand je travaillais dans les médias et d'e-presse, on avait très bien vu que les magazines féminins. C'est-à-dire que la même personne va aimer la philosophie et va aimer les gossips. Donc ça montre qu'à un moment donné, vous allez voir autre chose. Aussi. Mais certains experts disent quand même qu'il y a des fragilités psychologiques qui sont exploitées par les réseaux sociaux sans qu'on en ait forcément conscience. Quelles sont les principales failles que les réseaux sociaux exploitent? Alors déjà, vous avez ce biais de confirmation. C'est ce qu'on vient juste de parler avant. C'est le biais de confirmation, c'est la capacité à confirmer vos propres opinions. Donc ça, c'est déjà un premier élément relativement important. Après, le biais de confirmation, vous avez le fait que plus vous allez voir en fait un message, un biais de répétition, plus ce message aussi va vous pénétrer. Et d'un certain point de vue, plus vous allez alimenter cet algorithme aussi, Donc ça, c'est ce qui est le deuxième biais assez important. Et puis il y a un troisième élément qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des mécanismes d'intérêt qui sont inhérents à la psychologie humaine. Il y a typiquement, par exemple, alors j'ai pas la mémoire des noms, donc j'excuserai la personne qui se reconnectera, mais un professeur dans une école parisienne d'informatique qui avait développé une théorie qui s'appelait la théorie de la simplicité, qui disait une chose relativement simple et qui, alors lui, il l'avait appliqué au roman, mais qui marche très 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 bien aux effets de buzz. C'est quand vous êtes capable de décrire simplement un événement,
mais que l'explication vous paraît très très complexe et très 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 difficile, il y a beaucoup d'intérêt. Donc je vais vous dire par exemple, derrière vous il y a un chien bleu qui passe. Donc le chien bleu c'est quelque chose d'un peu extraordinaire, c'est très facile à décrire, je vous le décris en sujet, verbe, complément. Par contre d'expliquer pourquoi c'est très 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 compliqué. Et ça a été largement démontré que ça crée un intérêt terrible. Et vous cumulez ça en plus avec une idée sur la négativité, c'est-à-dire qu'on peut dire un biais de négativité, c'est que les médias le connaissent bien, c'est qu'une information qui va être plutôt négative, vous allez annoncer des morts, enfin bref, quelque chose de très très négatif, va avoir une tendance à attirer beaucoup plus l'attention. Donc si vous mixez l'ensemble, et si vous donnez ça à un algorithme qui va de toute manière privilégier votre temps de lecture, votre temps de clic et vos vues, eh ben vous rentrez dans une boucle. Alors vous l'avez voulu, oui, parce que personne vous oblige à lire un article. Hein, il y a une espèce de servitude volontaire derrière ces réseaux sociaux. Hein. Personne vous oblige à avoir Facebook, personne vous oblige. Mais vous rentrez quand même dans un mécanisme qui va servir aussi la plateforme, puisque la plateforme est jugée, surtout dans ses débuts, quand elle essaie de faire des tours de table. J'ai accompagné des startups qui font des tours de table, je sais très bien comment ça se passe. On va vous demander le nombre d'utilisateurs actifs. La Silicon Valley a été droguée pendant des années au nombre d'utilisateurs actifs. C'est la seule chose qu'ils pouvaient regarder. Les finances, Facebook a perdu de l'argent énormément d'argent pendant très longtemps. Donc la seule chose qu'on lui demandait, c'est le nombre d'utilisateurs et le nombre d'utilisateurs actifs. Donc comment vous activez les utilisateurs? Voilà, exactement en les faisant rentrer dans ce mécanisme, en n'ayant aucune idée de ce que ça provoquerait derrière. Et je dirais, pour être très clair, en n'en ayant strictement rien à faire. Et c'est aussi ce qu'on reproche à ces plateformes, c'est qu'elles n'ont aucune boussole éthique parce qu'elles sont à une course à l'utilisateur et après, plus tard, une fois qu'ils ont acquis une certaine forme de monopole avec beaucoup de monde dessus, une course au profit qui est contrebalancée par aucune boussole d'aucune sorte et aucune régulation. Au sens noble du terme, si on peut parler que la régulation a un effet positif, c'est encore un autre débat. Est-ce que vous avez justement des exemples de débats qui ont été polarisés ou dont la polarisation a été renforcée justement par les réseaux sociaux? Vous parliez par exemple des morts. Est-ce qu'il s'agit des conflits justement géopolitiques qui ont lieu à l'heure actuelle? Ou le débat est devenu tellement tendu et a été renforcé par les réseaux sociaux par exemple? Actuellement, on a une activité géopolitique assez riche, on va dire, malheureusement, avec des guerres. Typiquement sans parler du fond, mais typiquement par exemple sur le conflit israélo-palestinien, très clairement Israël perd la bataille de l'image. Je ne rentrerai pas dans le détail derrière, mais donc effectivement les réseaux sociaux, la capacité à amplifier et à diffuser des images qui sont choquantes, parce que les images existent et elles sont choquantes, et l'incapacité de l'autre partie à construire un autre récit par le même biais et par les mêmes relais fait qu'il y a un des deux camps, je parle pas de l'aspect militaire, un des deux camps qui perd la bataille de l'image et qui la perd en grande partie à cause ou grâce, ça dépend de quel camp vous êtes, à cause ou grâce aux réseaux sociaux et à l'amplification et aux algorithmes dont on est en train de parler. Il n'y a pas de complot derrière. C'est votre simple usage va créer ça. Et donc quand vous avez, par exemple, j'ai accompagné des sociétés qui étaient face à des crises informationnelles. Quand vous êtes en train de perdre cette bataille de l'image, vous êtes obligé d'aller sur le même terrain. Donc si vous ne faites pas, si vous n'avez pas une communauté, on parlera plus tard des vacarmes minorité par exemple. Si vous n'avez pas une communauté capable de contrebalancer, vous perdez cette bataille. Et cette bataille, elle est importante. L'histoire regorge de gens qui ont perdu militairement, mais qui ont gagné politiquement. Donc, dans ce conflit-là, c'est assez exemplaire. Dans le conflit russo-ukrainien, on est face à deux entités, l'Ukraine et la Russie, qui ont eu pendant très 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 longtemps des cours de très très haut niveau de propagande. Je connaissais des gens qui avaient fait des diplômes de propagande. Donc, dans nos amis, il y avait des gens qui avaient leur seul diplôme était un diplôme de propagande. Et que ce soit les Ukrainiens ou les Russes. D'accord.
Ouais. Les deux ont eu la même école. Je crois que l'ancien chef d'état-major ukrainien était il a été formé en Russie. Donc les deux ont la même école et c'était certainement l'école de plus haut niveau qui a eu existé. Bon, il y a eu le pendant aux États-Unis avec les écoles de Chicago, etc. Mais globalement, eux, ils ont professionnalisé une approche qui a abouti au terme de guerre hybride. Gerasimov, le chef d'état-major russe, a enseigné la guerre hybride. Il a même fait des conférences à Paris là-dessus quand tout le monde allait bien et quand tout le monde était gentil. Donc, donc c'est des choses qui ont été professionnalisées. Ce qui n'empêche pas les bévus et en fait de se planter aussi. Typiquement, les Russes avaient un terrain plutôt favorable en Ukraine des années 2000 et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ils ont complètement perdu les Ukrainiens malgré leur soft power, voilà. Donc c'est pas infaillible. Mais c'est professionnalisé. Donc, dans la guerre russo-ukrainienne, il y a effectivement deux chambres d'écho très très fortes. Il y a une chambre d'écho qu'on va appeler pro-russe, qui tourne, qui engage beaucoup de mouvements politiques, qui tourne par elle-même, et qui a un impact, qui peut avoir un impact très très fort, puisque par exemple pour l'Ukraine, ça veut dire l'arrêt de l'aide. Donc ça veut dire des morts derrière. Et il y a une chambre d'écho ukrainienne qui tourne aussi sur une forme de propagande, en disant que tout va bien, que c'est génial, qu'ils sont en train de reprendre tout, et qui a aussi un effet négatif qui peut être tout à fait palpable, puisqu'on reconnaît pas des vraies difficultés. Donc ça peut être par exemple un biais qui va empêcher de conclure une paix. Donc en fait, c'est le monde virtuel a des effets dans le monde physique qui sont bien réels. Et c'est ça en fait toute la difficulté, toute la difficulté de la chose. Au passage, c'est pas nouveau. On sait que les mots ont toujours eu des portées dans le monde physique. Les mots ont toujours été importants. Il y a eu des grands écrits qui changent les choses. Si elles sont diffusées. Quand Émile Zola lance le J'accuse, il n'avait pas besoin de réseaux sociaux, mais il avait le pouvoir des mots. Et ça change la donne derrière. Je veux dire, les gens se clivent, se polarisent. Donc en gros, c'est pas des phénomènes nouveaux. La seule chose qui vient se rajouter, c'est la massification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un Émile Zola, il peut y en avoir beaucoup. La professionnalisation, c'est-à-dire que vous avez des gens dont le métier va être de déstabiliser ou de polariser. On peut le prendre pour un positif. Si vous avez une organisation humanitaire et que vous voulez sauver des gens, bah vous allez utiliser les mêmes techniques pour les sauver, pour gagner de l'argent, pour pouvoir les distribuer de l'aide alimentaire. Donc ça, c'est positif. Pourtant, vous utilisez la même chose. Donc c'est un outil, mais un outil qui est très dangereux, qui doit pas être donné à tout le monde et qui doit être quand même orienté à minima avec un sens éthique et moral à travers l'éducation, ad maxima par quand même des actions des pouvoirs publics pour pouvoir quand même en contrôler certains effets. On voit que le mode tout libertaire auquel je tenais beaucoup à un moment donné est quand même en échec. Il est en échec, il sait pas gérer ce genre de choses. Le laisser faire n'est plus possible. On sait quand même que ces plateformes, elles tirent profit de nos émotions les plus extrêmes, la peur, la colère, pour justement capter notre attention, hein, vous l'avez déjà dit. Est-ce qu'on peut en conclure que sans les réseaux sociaux, il y aurait peut-être eu moins de gens à l'heure actuelle qui s'identifient à un camp ou à un autre? On se dit pro-russe, on se dit pro-ukrainien, on se dit pro-palestinien. Est-ce que les choses auraient été différentes selon vous s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux? Alors j'aurais tendance à répondre non, d'un certain point de vue. La chambre d'écho, elle va convaincre les convaincus. C'est-à-dire qu'elle va effectivement, et là vous avez raison, renforcer, et c'est pas très français ce que je vais dire, extrémiser les opinions parce qu'elle les simplifie. Parce qu'on n'a pas la place, quand on parle de Twitter avec X caractères, on n'a pas la place d'une pensée complexe, même si on pense complexe, au passage, ça veut dire que la personne est stupide derrière, mais on est obligé de simplifier le message, donc à force de simplification, on s'extrémise quand on devient assez direct. Et bon. Donc je pense que les chambres d'écho, soit pro-russe par exemple ou pro-ukrainienne, en gros traitent des gens qui auraient eu la même opinion dans des contextes relativement différents. Par contre, et c'est là où les offices de propagande jouent un rôle très très important. Par contre, une minorité de gens peuvent basculer. Je pense que vous ne ferez pas varier les gens qui ont déjà un fond ou une vision de la vie, finalement, qui va dans un camp ou l'autre. Parce qu'il y a quand même des visions très très différentes. Au-delà des fantasmes des uns et des autres. Donc eux, vous les bougerez pas. Vous bougerez une partie peut-être de la minorité silencieuse qui va être entraînée d'un côté ou de l'autre,
en fonction d'éléments, cette fois-ci, de propagande qui peuvent être professionnalisés. C'est-à-dire un élément très choquant qui va être, comme je vous l'ai expliqué avant, qui va être mis en avant, qui va être bien propulsé, qui va tomber au bon moment, parce qu'il faut y ait le rythme aussi. Il faut que ça arrive à un bon moment. Et effectivement, à ce moment-là, vous pouvez décrocher les quelques pourcents, par exemple, qui peuvent effectivement vous faire basculer une élection ou donner l'impression à un décideur qui a une opinion publique qui va plutôt vers ça ou plutôt vers ça. Donc c'est, on appelle grâce lobbying, c'est-à-dire qu'en fait vous donnez une impression à un décideur politique qui a des élections à gagner, que les gens pensent plutôt ça actuellement, ce qui est pas forcément vrai. Et à ce moment-là, lui, vous orientez sa décision. Il commence à se positionner légèrement différemment, voire totalement différemment. On a vu avec des politiques un peu plus instables que ça peut même varier comme une girouette du jour au lendemain. Donc là, oui. Mais vous convaincrez pas des gens qui sont déjà convaincus par leur propre analyse de manière assez forte. Ou alors il faudra vraiment avoir quelque chose d'excessivement choquant qui vient les perturber dans leur vie personnelle pour pouvoir les bouger. Donc je crois pas aux grandes manipulations d'opinion, pour être très clair. Je pense qu'il y a un fond. Il peut y avoir une bombe médiatique avec une mèche qui va venir faire bouger un peu les choses. Mais par contre, il faut que les gens à qui vous parlez soient déjà en partie convaincus de ce que vous allez leur dire. Donc évidemment que ça joue un rôle, mais c'est pas le rôle essentiel. Le rôle essentiel, je pense, il est beaucoup plus complexe. On en parlera certainement plus tard, mais il y a aussi de la société physique en dehors, il vient de beaucoup d'autres éléments. Les réseaux sociaux étant bien sûr quand même liés avec ce qui se passe dans le monde réel et qui sont pas complètement disjoints du monde réel. On va peut-être revenir sur les algorithmes que vous avez évoqués tout à l'heure. On l'a dit, ils nous enferment dans une bulle de filtre. On va avoir tendance à revoir les mêmes contenus le même type de contenu qu'on a déjà liké, aimé auparavant. Est-ce que selon vous, ce fonctionnement des algorithmes et les effets parfois pernicieux qu'ils peuvent avoir, sont un effet secondaire involontaire des plateformes, ou est-ce que c'est quand même une stratégie commerciale qui est assumée ? Alors en fait, c'est l'effet qui fait la stratégie. C'est-à-dire que il faut voir comment fonctionne une entreprise digitale. C'est des gens qui cherchent un business model. Donc ils le cherchent tous les lundis, leur business model. Donc ils se réunissent avec Bob et Marc le lundi. Ils se demandent ce qu'ils vont faire dans la semaine pour provoquer le plus d'utilisateurs actifs. Donc Bob a une super idée, et on va mettre ça en place. Et le lundi d'après, ils voient les métriques. Ils disent c'est cool, on a eu plus de gens interactifs. Et en fait, ils fonctionnent que comme ça. Bon, après il va avoir Laetitia qui va qui va dire qu'on va peut-être monétiser un peu parce qu'on a créé des petits segments marketing, donc on va essayer de leur vendre quand même quelque chose, puis on peut peut-être même le proposer à quelqu'un. Les Google Ads qui peut arriver comme ça, ou les Facebook Ads. Donc en fait c'est une construction empirique. Si vous voyez des pitch decks de gens qui ont ramené des fortunes, les investisseurs, ils achètent une personne et une idée qu'on va être super gros dans longtemps. C'est ça qu'ils achètent. Savoir comment on y va, aucune idée. Donc, et une fois qu'il y a un truc qui marche, qui vient quand même des techniciens, faut quand même le dire. Donc c'est quand même les développeurs qui vont définir ça. Au départ, c'est des techniciens, que des techniciens. Un peu de marketeurs qui arrivent, mais au départ, c'est que des techniciens. Ils vont dire ça tourne. Et là, ça devient une politique. C'est-à-dire qu'on va dire, on va faire ça. Parce que ça marche, et parce qu'on peut le vendre, et parce que nos investisseurs adorent, ça marche à fond. Et là, ça devient une politique. Et une politique assumée. Ce qu'on a vu dernièrement avec Facebook, les Zuckerberg, où il y a un truc sur les chatbots qui a fuité. On voit que même dans le guideline chatbot, il autorise quasiment des comportements déviants de son chatbot, qui peut pousser un ado à des choses relativement extrêmes. Donc ça a fuité dernièrement. Donc dans les guidelines qu'ils donnent à ces développeurs, il y a des choses qui sont pas moralement acceptables. Vous avez un exemple ? Alors j'ai pas d'exemple précis maintenant, il faudrait revoir exactement, mais on parlait du suicide, l'accompagnement suicide. Il y a d'ailleurs quelque chose qui vient juste de tomber par rapport à OpenAI qui va être attaqué en justice par rapport à ça. Mais c'est la même chose pour les algos de Facebook, les chatbots de Facebook, où l'agent, on parle d'agent IA maintenant, va citer 1200 fois le mot suicide, alors qu'au départ, l'adolescent ne l'avait cité que 6 fois. Wow. Donc quand on parle d'effet d'écho,
Alors là, c'est un chatbot, c'est encore autre chose, c'est pas tout à fait ce dont on parle, mais c'est greffé dessus. Donc ça va tourner aussi. Et lui-même, on l'a vu, une étude de l'université d'Amsterdam qui a montré que le chatbot, le code, s'il utilise comme un utilisateur le réseau social, bah, tombe dans les mêmes biais. Donc c'est un effet de structure, c'est un effet structurant. Donc évidemment, ça a un impact très réel. Moi, je suis parent d'une fille de 14 ans. Donc quand je lis ça, je me suis dit, c'est bien, je suis technicien, je suis développeur, j'adore faire du code depuis très longtemps. Mais je dis que du pivotement sans éthique constant, avec des gens qui n'ont strictement aucune. On a vu que Zuckerberg est passé des programmes LGBT+, au MAGA en un jour. Il a même changé sa manière de s'habiller. Oui. Il est passé avec une chaîne en or, genre je fais de la boxe et je pète la gueule à tout le monde. Et avant, il faisait des programmes sur la diversité. Voilà, donc quand vous avez quelqu'un en face de vous qui n'a aucune boussole morale, personnelle et éthique, qui est la morale appliquée au travail, bah vous avez ça. Et malheureusement ou heureusement, vous choisissez pas le CEO d'une société. C'est-à-dire que je parle de Facebook parce que c'est le plus simple à utiliser, c'est lié à mon âge. Les jeunes fuient Facebook, hein. Donc comme quoi les algos marchent pas toujours. Hein. Les jeunes ont fui massivement Facebook. Donc je cite Facebook, mais je pourrais en citer d'autres. Vous voyez qu'il y a zéro boussole éthique, des développeurs livrés à eux-mêmes au départ, un pitch qui passe aux investisseurs. Super, on a plein de fric alors qu'on perd de l'argent à fond. C'est pas des chefs d'entreprise. Ils gagnent de l'argent quand ils ont 2 milliards de clients potentiels. Je pense que dans votre audience, vous inclus, moi inclus, vous me donnez la même somme d'argent, le même nombre de clients potentiels, on fait quelque chose. Ou alors on est vraiment bête pour pas le faire. Pour eux, c'est même pas des chefs d'entreprise. C'est des gens, c'est des adolescents un peu attardés à qui on a donné un pouvoir tellement énorme qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels et pas la hauteur morale nécessaire pour arriver à contrôler ce que leurs propres employés proposent. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, ils prennent ça comme ce qu'il faut faire. Parce que ça a marché. C'est le victime, ça marche, donc on fait. Et très honnêtement, pour travailler dans le digital, ça, c'est quand même souvent ça. On fait ce qui marche, donc on teste plein de choses, et on fait ce qui marche. Après, il y a évidemment, si vous vendez des fleurs online, ça n'a pas le même impact de faire ce qui marche que si vous vendez des robots d'aide psychologique. Je veux dire, on n'est pas dans le même domaine. Le fleuriste, il tuera personne. Il vendra peut-être un peu moins de ces roses blanches que ces roses jaunes, mais il y aura pas d'impact dans le monde réel. Par contre, quand Facebook met en place des chatbots, il y a actuellement qui vont toucher tous ceux qui s'y connectent, donc je dirais de 0 à 99 ans, quelle que soit leur situation personnelle. Je parle même pas des effets politiques, je mets même encore la politique super loin, je parle vraiment du quotidien des gens, dans les familles, etc. Vous avez un problème majeur. Vous pouvez pas dire que vous n'avez pas de problème majeur. Donc oui, effectivement, par rapport à votre question, effectivement, et c'est un vrai problème, en particulier pour les ados, qui eux ont vraiment un besoin de conformité très fort, et des enfants qui sont encore moins armés pour résister à des choses aussi perverses. Alors pas perverses dans la volonté initiale, mais perverses dans l'application de tous les jours. C'est pas un gros méchant de dessin animé, c'est pas ça. C'est que les choses au fur et à mesure se tricotent pour arriver à ce point-là, mais avec des gens qui sont incapables, je pense même de le voir. Je vais même beaucoup plus loin, je pense qu'ils en ont même pas conscience de ça. Ils le font par pur cynisme financier, parce qu'ils ont un absolu besoin de fric. On a la même chose avec Altman, qui est certainement le mendiant le plus le plus efficace de la Terre, qui demande des sommes astronomiques en permanence, qui gagne aussi pas mal actuellement au passage, mais pas assez, et qui est prêt à faire, mais alors je pense n'importe quoi pour que y ait de l'argent qui rentre dans les caisses. Mais je pense qu'ils en sont à un point qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Vous rajoutez un côté un peu messianique, mystique, comme Thiel, par exemple Peter Thiel, ou c'est des gens qui sont tellement seuls, je pense, et tellement déçus de la vie, qui font sombrer dans leur dépression la terre entière, en fait. C'est une vision très noire, hein. Vous lisez du Thiel,
c'est du suicide collectif. Hein, on n'est pas loin de l'heure du temple solaire. Hein, je veux dire, on est c'est des visions messianiques avec une vision très négative des gens, de l'humanité, de l'humain au sens de l'individu, tellement nihiliste qu'on est franchement pas loin. C'est de l'ordre du temple solaire numérique. C'est du suicide annoncé. Et le problème, c'est que c'est ces gens-là actuellement qui dirigent ces plateformes et qui, en plus, prennent le vent politique. C'est-à-dire que le vent politique tourne, ils tournent avec. Donc ils se mettent pas ils sont quand même assez intelligents pour pas se mettre. Bon, il y a que Musk qui est un peu sorti de l'autoroute, hein, mais qui est vite rentré quand même, un peu sorti de l'autoroute, mais qui n'iront jamais contre les puissants, jamais. Ils prennent le vent. Si c'est démocrate aux États-Unis, ils vont être démocrates. Si c'est républicain, ils vont être républicains. Si c'est fascisant, ils seront fascisants. Si c'est communiste, ils seront communistes. On l'a vu avec, excusez-moi encore, Facebook en Chine, qui a accepté de censurer, certainement de donner à la police tout ce que la police leur demandait. Vous avez parlé de la Chine. On sait que dans ce pays communiste, il y a vraiment une censure étatique très forte. Les gens n'ont pas accès à Internet à l'extérieur. Il y a un contrôle des algorithmes, de ce qui circule. Les choses qui sont pas dans la ligne du parti sont supprimées instinctivement, automatiquement par les algorithmes. Est-ce que dans une moindre mesure, ici à l'extérieur, on voit aussi ce genre de phénomène avec un contrôle, une censure, une répression? En Occident, je dis, hein, peut-être un peu similaire à ce qui se passe dans les pays autoritaires. Alors, sans comparer à la Chine, parce que les choses sont pas comparables, mais évidemment, par exemple, la France était, je crois qu'elle a été classée en même temps que la Russie, au même niveau que la Russie, et l'État français, je parle de la France et l'État français, hein, et ses services de police ont, je crois, été dans le top des premiers pays qui font des demandes à Google pour supprimer des contenus. Donc, évidemment, il y a une tendance depuis 20 ans à poser des lois qui veulent vous espionner de manière tout à fait claire. De manière tout à fait claire, ça avait déjà commencé il y a 10 ou 15 ans. On a rendu responsable ce qu'on appelle les intermédiaires techniques, c'est-à-dire l'hébergeur, le directeur de publication, mais surtout les intermédiaires techniques, pour exercer une autocensure. Ça veut dire que on peut fermer votre entreprise d'hébergement si quelqu'un hébergé chez vous dit quelque chose qui est alors normalement illégal, mais on va quand même beaucoup plus loin maintenant, parce que vous pouvez être condamné pour des tas de choses. Vous pouvez être condamné pour de la diffamation, pour des idées, qu'on soit pour ou contre ces idées. L'Occident, depuis une vingtaine d'années, criminalise les idées. Ça pourrait être un autre débat de savoir quel est l'effet de ça, mais quand même, c'est-à-dire que typiquement si vous voulez monter un site qui expose, même un site journalistique sérieux qui expose des points de vue très extrêmes et qui essaye de les résoudre, vous risquez d'aller en prison, ne serait-ce qu'en faisant ce site. Même si vous vous mettez à distance en disant je pense pas ça, mais donc en fait les débats libres sont pas possibles parce qu'il y a une culture de l'espionnage qui s'est insinuée depuis 20 ans dans les pays occidentaux, en particulier dans les pays en Europe, où tout le corpus législatif est fait pour vous interdire de plus en plus de choses online. Quand on parle de droit à l'anonymat, enfin l'anonymat renforce ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que le sentiment d'impunité fait que vous avez beaucoup plus tendance à avoir des comportements non conformes du moment où vous pensez qu'on va pas vous punir. Je suis d'accord avec vous. Mais on est allé beaucoup plus loin que ça. Je veux dire, dans l'obligation qu'on a de garder vos données, l'obligation de vous afficher, de donner votre identité un peu de partout, d'avoir des bases centralisées. Il y a un grand débat en Suisse sur l'identité numérique actuellement. C'est technologiquement quelque chose d'intéressant parce que ça va simplifier votre vie, mais c'est aussi une base centrale que vous ne contrôlerez plus. C'est pas vrai. On sait que la Suisse la Suisse et certains cantons suisses sont un des premiers clients de certaines sociétés israéliennes d'espionnage. Le fameux logiciel Pegasus demandait au canton de Vaud s'il n'est pas client de la société israélienne Pegasus. Moi, j'ai pas la réponse, mais demandez.
La Suisse est un de très très gros clients de Pegasus. Alors je sais pas qui, j'accuse personne parce que j'ai pas envie de me retrouver encore avec des procès. Mais c'est un secret de polichinelle. La France, typiquement, a une vision de la liberté d'expression qui est très restrictive. Donc, ce n'est pas la Chine. Attention, hein, je fais pas du nihilisme de base en disant nous sommes comme la Chine ou comme la Russie qui a fermé elle complètement son Internet. Hein. Non, non. Mais par contre, l'idée est la même. L'idée est la même. Et on l'a très bien vu sur les derniers épisodes du Covid. C'est-à-dire, quelle que soit l'opinion qu'on pouvait avoir, je juge pas du fond si vous aviez raison ou tort. Ceux qui ont eu le malheur de s'exprimer contre la doctrine étatique ont eu des gros problèmes. Et où on leur a cherché des problèmes. Et où? Et on a utilisé Internet pour ça. C'est-à-dire qu'on est allé les chercher sur Internet. C'est parce que vous avez posté ça, parce que vous avez dit ça, parce que vous avez publié ça. En faisant des véritables chasses à l'homme. Il y a eu un professeur connu à Marseille qui quand même s'est trouvé au centre de tempêtes médiatiques terribles simplement parce qu'il expliquait sa pratique quotidienne. Et c'était pourtant un professeur de médecine. Donc si déjà un professeur de médecine peut être attaqué comme ça, le Pékin moyen que nous sommes, il est encore plus broyé. Donc oui, la tendance est à criminaliser Internet. En Occident et dans les pays totalitaires comme la Chine, à l'utiliser comme un moyen de répression, d'identification et d'identification puissant, très très puissant, de la personne qui va sortir de la masse et qui va représenter un danger structurel. Hein, on est un peu dans les fondations d'Asimov, mais c'est un peu cette idée-là. Parce que ce risque existe. C'est un côté positif des réseaux sociaux. C'est qu'en fait, un individu peut avoir le pouvoir, un seul individu. S'il le fait intelligemment au bon moment, ou s'il a de la chance, peu importe, mais bon, en tout cas, il peut avoir le pouvoir de faire changer les choses. Un individu X qui est pas forcément quelqu'un qui est Premier ministre ou qui a une activité politique. Ça peut être quelqu'un dans sa chambre, un adolescent dans sa chambre. Et ça c'est quand même très gênant pour des structures étatiques, quel que soit leur fondement. C'est une remise en cause de la manière de fonctionner quand même, qui est très très importante. Et les démocraties occidentales deviennent quand même moins des démocraties. Il faut être quand même très clair. Ne serait-ce que vous, en tant que journaliste, vous pouvez pas inviter n'importe qui. C'est pas vrai. Parce que si vous avez un gros dérapage, bon là on n'est pas en direct, mais si vous avez un gros dérapage, vous risquez vous-même d'être prise comme complice de ce qu'est en train de dire la personne, alors que peut-être c'est absolument pas votre idée. Donc du coup, on a un débat aseptisé qui renvoie d'ailleurs à la violence online, parce que plus vous avez un débat aseptisé, moins vous avez de zones où vous pouvez vous exprimer, vous vous trouvez bien un moment où la pression va augmenter. Donc vous allez renforcer de ce dont on a parlé avant. Vous allez renforcer la violence, l'agressivité, la négativité. C'est un tout, ça communique. Donc oui. Et ça va pas dans le bon sens. Je crois que l'Union européenne nous prépare un mouchard officiel. C'est-à-dire ? Alors sous couvert d'un programme qu'on pourra mettre pour faciliter les choses administratives. C'est un truc qui va arriver, mais on continue dans la même idée. Excusez-moi, le pass sanitaire est un test d'acceptation par la société d'un système de surveillance globale. C'est un crédit social. J'ai travaillé, pour des gens que je citerai pas, sur la mise en place d'outils de gestion de catastrophes où on était sur des choses relativement similaires. C'est-à-dire que vous deviez avoir avec vous dans votre téléphone quelque chose qui vous permettrait de vivre sans Internet et de pouvoir connecter les gens qui sont dans le même réseau. Les idées derrière étaient un peu les mêmes. Le Covid a été un test d'acceptation sociale d'un outil de surveillance généralisée. Et le test, il est réussi. Donc pourquoi pas continuer? Mais ça va dans le côté naturel des choses. Au nom souvent de bonnes, de choses que vous pourrez trouver normales. On peut dire la protection de l'enfance, on peut dire en cas de catastrophe naturelle, on sait vous contacter, la régulation financière. On peut trouver des tas de bonnes raisons. On peut toujours en trouver. Mais quand même. Je vous propose qu'on passe maintenant à la question de la majorité silencieuse. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Vous relevez que sur Twitter, sur X,
97% des tweets politiques proviennent de seulement 10% des utilisateurs. Vous appelez cela le vacarme des minorités. Est-ce que ce phénomène a, selon vous, une influence démesurée sur le débat public par rapport justement à cette majorité silencieuse qui est plus nuancée? Oui, ça c'est une grosse injustice, je dirais, qui est un effet secondaire de ce dont on discute. C'est que vous pouvez créer l'illusion du nombre. Avant, en créant des tas de faux profils, on peut toujours le faire, hein, pour être très honnête. Ça peut être des vrais profils, maintenant des bots. Enfin, donc vous avez un espèce de vacarme. On le voit avec ce qui va arriver en France, par exemple le 10 septembre, où certains annoncent des blocages en France. Vous avez une polarisation de très peu de comptes relaient beaucoup. Et si vous faites des schémas, vous le voyez très très bien. Donc en gros, et pour faire clair, vous avez peut-être sur une mobilisation qui est censée être, on verra si elle est massive ou pas, et qui a peut-être touché beaucoup de gens. Quand même, ceux qui manipulent l'information, s'ils sont une centaine, c'est beaucoup. Et par expérience, aussi à travers mes activités d'activiste, j'ai quand même vu que la majorité silencieuse est généralement beaucoup plus modérée. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à avoir, elle, une pensée beaucoup plus calme et complexe. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des gens qui ne sont pas actifs, ils ont souvent des sujets de préoccupation qui ont rien à voir avec, comme je vous disais avant, qui ont rien à voir avec votre sujet. Et c'est plutôt des sujets de préoccupation, je dirais, à la fois sains et légitimes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vont faire mes enfants demain? Comment je vais payer le prêt de la banque? Enfin, des choses tout à fait qui sont loin des idéologies. Et cette majorité silencieuse, malheureusement, ces vacarmes de minorité, elle les trahit souvent. C'est-à-dire que vous donnez l'impression d'une polarisation de l'opinion publique qui n'est pas réelle. Donc le vacarme des minorités a entre guillemets toujours existé. Les minorités ont toujours été agissantes. C'est le vieux principe. Lénine le disait déjà à l'époque en disant que c'est les minorités qui agissent et qui font quelque chose. Et dans les faits historiques, c'est vrai. Je veux dire, il n'y a pas la révolution de 17, il n'y a pas 10 millions de personnes dans la rue. Il y a des convaincus qui y vont et qui cassent tout. Bon. Donc ça a toujours existé. Le seul problème, c'est que c'est devenu beaucoup plus facile de le faire et c'est surtout orientable. Parce que ça c'est à portée de quelqu'un qui a les moyens de le faire. Vous pouvez organiser un vacarme des minorités. Ça, c'est organisable. Parce que c'est pas le coût pour le faire est pas énorme. Donc, et il trahit la majorité silencieuse. C'est-à-dire qu'en fait, il fait dériver le débat public contre cette majorité silencieuse. Alors après, vous pouvez me dire, mais cette majorité silencieuse n'a qu'à s'exprimer. Mais comme je vous dis, elle est engagée dans des choses plus saines du quotidien. Est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle est de gauche? Est-ce qu'elle est écologiste? La majorité silencieuse? Je ne sais pas. Mais la chose dont je suis sûr, c'est qu'elle est beaucoup plus modérée et beaucoup plus intéressée par des problèmes pratiques du quotidien qui sont en dehors des idéologies. Donc, et qui veulent des choses tout à fait pratiques. Typiquement, protéger mes enfants, par exemple. Alors comment, pourquoi, encore débat, mais protéger mes enfants, ça c'est une famille, elle veut protéger ses enfants. Toutes les familles, qu'elles soient de droite ou de gauche, elles veulent protéger leurs enfants. On a évoqué beaucoup de situations problématiques au cours de cette interview. Est-ce que concrètement vous voyez des modèles alternatifs qui proposeraient justement un dialogue, de la nuance? Oui, ça existe. Je viens du monde du développement. Je viens du monde de l'open source. Donc en fait, l'idée est en gros de donner gratuitement ce que vous faites. Ça part de ça. Peut-être avoir des rewards d'ego, etc. Mais globalement, c'est quand même ça. Et il y a des projets qui ont pu être menés à bien, des très très gros projets. Actuellement, la majorité des sites internet que vous voyez sur le monde tournent sur un système qui s'appelle Apache. C'est un système qui a été construit par une communauté open source. C'est-à-dire des gens qui ne se connaissaient pas, qui ont travaillé ensemble, où il y a une validation par les pairs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, attention, mais cette hiérarchie est consensuelle, on va dire. C'est-à-dire qu'on va reconnaître généralement une expertise technique à quelqu'un et cette personne va avoir plus de droits que les autres. Donc le modèle open source sur l'aspect développement amène à des consensus techniques. Typiquement, quand on reparle de l'IA, les entreprises, c'est là où par exemple les Chinois sont très malins, parce que les Américains sont pas partis sur le modèle open source. Rien n'est enfin ils ont relâché dernièrement des modèles open source pour faire genre, mais c'est pas leur idée. Eux, c'est la captation. Donc, mettre open source une partie de vos technologies,
permet de s'exposer à la critique et d'avoir des gens qui rejoignent l'écosystème, qui ont des vues un peu plus larges et un peu plus lointaines. Donc ça a marché, par exemple, avec Apache, mais il y en a des tas d'autres, je cite Apache, parce que bon, c'est un de ceux qui a le marché. Donc on peut partir sur cette idée de validation par les pairs. Par exemple, si on fait un débat public, on pourrait donner à certaines personnes qui sont vues comme un peu plus sages que les autres, un peu plus de pouvoir d'orientation du débat. Par le vote, par des systèmes d'électifs, je ne sais pas comment, mais c'est possible. Ça marche, en tout cas, ça fonctionne. Un deuxième, ça a été Wikipédia, parce que en fait, Wikipédia, qui est parti il y a, je sais plus quand, mais depuis relativement longtemps, a réussi à construire une université en ligne. Enfin, oui, en gros, un Larousse en ligne, assez étendu, avec des mécanismes de régulation qui arrivent quand même à un résultat qui est quand même intéressant, où il y a quand même des choses vraies qui sont mises dessus. Donc tout leur mécanisme de régulation, qui est un mécanisme par cercle de droit concentrique, c'est-à-dire que vous publiez beaucoup, les autres disent un peu comme avant que c'est bien ce que vous faites, donc on vous montre, en gros vous avez un grade, vous montez de grade, donc vous avez accès, vous pouvez effacer, vous pouvez mettre en discussion. Et après les autres votent et vous passez au grade supérieur qui, vous avez le droit d'orienter des sujets, fermer des sujets connexes. Ça a marché sur Wikipédia. Alors on peut manipuler Wikipédia. On avait fait des expériences dans le cadre de l'Université de Genève d'ailleurs de faire des faux articles de Wikipédia, des fausses infos vignobles. Enfin, évidemment qu'on peut faire joujou, mais globalement on a très vite vu dans nos expériences que la communauté quand même modérait le vrai ou du faux de manière assez intelligente déjà. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de violence, assez intelligente et assez efficace. Donc, ne serait-ce que ces deux modèles, c'est des modèles qui tournent déjà, donc il n'y a pas besoin d'en inventer d'autres, il y en a déjà deux qui tournent et qui ont très bien tourné. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir, je dirais. Il y a de l'espoir de trouver un autre modèle. Mais ce qu'il faut voir, c'est sur les deux modèles que je vous cite, il y a le sens de ce que vous faites, qui devient très important. C'est-à-dire que ce soit l'open source, peu importe laquelle, mais bon, que je vous ai cité, ou Wikipédia, il y avait un objectif de bien commun. Les deux. C'est-à-dire qu'on fait les choses à la base pour le bien commun. C'était le Tim Berners-Lee du CERN à Genève, qui va relâcher le World Wide Web, WWW, et les protocoles liés, en n'ayant rien à faire d'exploitation commerciale de ce qui allait être fait. Je veux dire, sans ce qu'il fait ou ce que font ses collègues à cette époque-là, bon, il y aurait peut-être eu autre chose, je dis pas, hein. Mais en tout cas, il n'y avait pas l'idée de tirer profit d'une structure basse de l'Internet. Donc ces deux modèles marchent si on donne du sens. Je pense qu'il faut respecter la logique sous-jacente des outils. Donc Internet, les fondations ne doivent pas être commerciales. On ne doit pas tolérer que des entreprises privées, multinationales, qui sont en plus en dehors de nos juridictions où on vit, puissent avoir l'influence qu'elles ont maintenant. Mais on peut en sortir. Donc par rapport à votre question, il existe des modèles alternatifs l'open source pour le code, c'est-à-dire typiquement pour l'Union européenne, ça pourrait être une directive, c'est-à-dire que tout programme qui utilise et qui manipule des données de citoyens européens doit être open source. Point barre. Et il n'y a pas de cas particulier tout. Est-ce qu'il y a encore un espoir justement de rassemblement et de pensée critique avec les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui? Alors, je pense sincèrement qu'il y a un espoir, parce que de toute manière, c'est d'abord, on parle beaucoup des aspects négatifs, mais c'est d'abord un outil formidable qui permet de garder des liens, d'arriver à garder des cercles d'amis, d'arriver à avoir aussi un poids dans les discussions à travers ce qu'on a discuté, si on le prend d'un point de vue positif. Donc c'est un vrai atout, je dirais même à l'inverse, c'est un vrai atout dans un débat public. J'irais même à l'inverse. Le souci, c'est que pour que ça devienne un vrai atout dans le débat public, que ça puisse servir entre guillemets la collectivité, on peut pas permettre n'importe quoi. Et je le prends pas sous l'aspect légal, donc il faut pas le criminaliser. On a vu que ça a été un échec total. Je veux dire, il y a jamais eu autant de gendarmes tapant à la porte des uns et des autres, et ça a pas calmé les débats. Donc c'est pas le criminaliser, mais c'est le mettre dans une orientation qui permet déjà une éducation. Typiquement, par exemple, pour moi, il est absolument nécessaire que les mineurs et les adolescents en soient exclus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi pacifier la société physique. C'est-à-dire que la société physique est en proie à des cascades de criminalisation du quotidien.
C'est-à-dire qu'on peut plus faire un pas sans qu'il y ait quelque chose qui vienne nous l'interdire. Que ça soit... Bon, je parle que de l'Occident, hein, je fais pas de débat sur les dictatures, hein, je parle que ce qui nous intéresse chez nous. Donc, il y a une criminalisation du quotidien, une criminalisation de la pensée. Donc, vous pouvez pas éduquer les gens d'un côté à avoir un débat constructif si, quand ils disent quelque chose, ils peuvent aller en prison derrière. Si vous organisez un débat public et que une personne, parce qu'elle va un peu déraper, va partir en prison juste après le débat, vous n'avez pas de débat public. Ça s'appelle pas un débat. Ça s'appelle un procès stalinien où tout le monde reconnaît. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Donc, d'un point de vue assez paradoxal, je suis convaincu de deux choses. Restreindre aux adultes, diminuer la pression coercitive dans le monde physique, dans le monde physique parce que c'est là où les lois sont mises en place, mais diminuer la pression dans le monde physique pour permettre une éducation sur un débat libre à travers des mécanismes dont on a parlé avant, qui peuvent être des mécanismes de droit concentrique dont on a parlé, enfin des systèmes qui fait qu'on va quand même récompenser cette fois-ci ceux qui ont une attitude de modération. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui en sont capables. Et que c'est même, d'un certain point de vue, quand on parlait de majorité, pas la minorité, de majorité silencieuse, d'un certain point de vue, l'état naturel des choses. De modérer et de penser ce qui est finalement dans mon intérêt. Parce que les gens sont pas idiots, c'est pas vrai. Donc si on arrive à mettre ça ensemble, on y arrivera. Et le dernier pilier, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est de casser ces conglomérats, Facebook, TikTok, etc. C'est-à-dire d'utiliser les lois anti-dumping, anti-monopole, pour les obliger à se séparer en des multiples groupes en compétition. C'est-à-dire qu'on est obligé de leur retirer des moyens de nuisance. Ils doivent faire, pour être très très clair, ils doivent faire moins de sous. Peu importe comment, mais les pouvoirs publics, en particulier européens, doivent les remettre à leur place. Et les remettre à leur place, c'est attaquer fortement leur capacité à être bénéficiaires en faisant ce qu'ils font. Et en les pénalisant. Alors ça peut être évidemment des taxes, why not? On parle beaucoup de taxes actuellement, mais bon, les taxes, j'aime pas beaucoup l'idée, mais on parle des taxes. Mais c'est surtout, pour moi, on devrait calquer la législation, par exemple, de protection de l'enfance sur la législation financière. Actuellement, j'ai souvenir de fortune avec la FINMA pendant 3 ans. Actuellement, quand vous faites une faute dans une banque à Genève, c'est vous qu'on vient chercher. C'est le gestionnaire qui est responsable. Le cadre de la banque qui est responsable et qui va aller en prison s'il y a un problème. Et faisons la même chose avec ces sociétés. Quand un gamin se suicide à cause d'un chatbot, moi, je mettrais pénalement responsable Zuckerberg. C'est lui qui devrait répondre dans la justice pour complicité de crimes et ce genre de choses. Donc il faut avoir une législation, par exemple quand on parle de la protection des enfants, ou la protection pas que des enfants, la protection on a aussi les majeurs protégés, c'est-à-dire des gens qui ont des problématiques qui font qu'ils doivent être accompagnés. Alors, ça peut être les personnes âgées, on peut étendre, que ces gens-là soient responsables personnellement. Les cadres supérieurs de ces sociétés, les CEO de ces sociétés doivent avoir une responsabilité personnelle. Et vous me dites c'est débile. Non, ça existe. La législation financière, c'est exactement ça. Donc si on l'a fait pour la finance, pourquoi on le fait pas pour protéger nos enfants? Et si vous mettez ça ensemble, je pense je suis persuadé, qu'on arriverait à retirer ce qu'il y a de bien dans ce qui a été fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de bien. On l'utiliserait pas si c'était que négatif. C'est pas vrai. On en retire beaucoup de choses positives. On doit juste purger ça des éléments structurels. On doit juste les purger ces éléments structurels, mais c'est possible. Il faut juste une volonté politique. Sachant que toutes les lois existent, la protection de l'enfance ça existe dans tous les pays européens, les lois anti-dumping ça existe, les lois anti-monopole ça existe, et la régulation financière elle est sur la table, elle est à côté, elle existe. Donc vous la transposez sur la protection de l'enfance et puis il y a pas de problème. Il y aura quelques 2-3 exemples bizarres où vous aurez un cadre sub de Facebook qui partira à 20 ans en tôle, mais après ils auront le doigt sur la couture et tout ira bien. Merci beaucoup, Monsieur Duvivier, pour l'espoir que vous amenez. Vous invitez au dialogue, vous insistez sur l'importance de multiplier les efforts pour un débat libre, de lutter contre le cynisme financier de ces grandes entreprises. Je
vous remercie pour cet entretien riche, très construit, et puis j'espère à bientôt Merci sur NTD France pour un nouveau débat. Je vous remercie.